Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Floriane Bobet, qui est coach professionnelle et consultante en stratégie et gestion d'entreprise. Salut Floriane, comment ça va? Ça va très bien, je suis super contente d'être là. Ça faisait, longtemps qu'on s'était rencontrés. Je savais qu'on avait une approche, super similaire sur beaucoup de points et je suis super contente que ce soit précisément sur, le sujet du jour qu'on va aborder, qu'on s'est mis d'accord pour tourner cet épisode, parce que ça va être un sujet passionnant. Bah, écoute, je te rejoins totalement. Moi, Floriane, je te connais, comme tu dis, on se connaît depuis un moment, on se suit en tout cas, depuis un moment. Et ce que j'aime particulièrement, c'est ton côté très carré, très structuré et ce qui tombe à pic pour le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, tu viens nous parler du parcours client, comment sublimer ce parcours client. Alors, on en a discuté toutes les deux. Le parcours client, c'est très long. Est-ce que tu peux juste nous dire aujourd'hui de quoi on va parler exactement pour bien cadrer et pas partir dans tous les sens, sinon ça va prendre 3 heures. Oui. Alors, le parcours client, pour se mettre vraiment bien dans le sujet, théoriquement, on peut le prendre de manière hyper large. On pourrait se dire, qu'on considère que c'est à partir du premier moment où on a un point de contact avec le prospect jusqu'à la fin de la prestation. Nous, on va essayer d'aller se concentrer sur vraiment, tout ce qui concerne la partie une fois qu'on a déjà vendu. Donc, voilà, on va pas forcément parler de tout ce qui est parcours avant-vente, tout ce qui est relation quand le client est encore à l'état de prospect. Aujourd'hui, on va essayer de voir un peu ce qui se passe une fois qu'on l'a converti. En gros, une fois que la phase de séduction est terminée. C'est c'est justement une phase en fait qui est vachement intéressante, hein, parce que moi j'ai des coachés qui adorent la partie séduction, vente et qui aiment en fait toute cette partie où on se demande si on va réussir à dealer, si on va réussir à closer. Là justement, on va essayer d'aller structurer l'échange autour d'un autre sujet qui est qu'est-ce qui se passe une fois que c'est OK, c'est signé, il n'y a plus sujet d'argent qui est en jeu et on est justement là pour take care of la personne. Donc J'aurais voilà. pas mieux dit. Donc on va se demander ce qui se passe. Et effectivement, une fois qu'on a signé, une fois que la personne nous a accordé sa confiance, comment est-ce qu'on fait pour aller honorer cette confiance-là? Et c'est un sujet hyper important. Je te rejoins parce que c'est vrai que souvent, comme en séduction, c'est drôle parce qu'on en parlait aussi avec Philippe Guillotin dans un précédent épisode sur la vente. On a tendance à mettre le paquet, on va dire en date, c'est-à-dire que pour séduire tu vois, et que après, ça veut pas dire que le boulot est fini. Derrière, il faut lui donner envie, faut lui faire une belle expérience pour lui donner envie de rester. Alors à la personne qu'on a choisie pour un date, comme notre client hein, d'ailleurs. Ouais. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur toute cette partie une fois que le contrat est signé. Tu dis, il y a la confiance qui est engagée, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas soigner son parcours client dès le départ. Mais effectivement, voilà, on a fait le choix aujourd'hui de partir de ce point-là parce que, mine de rien, c'est quand même souvent la phase qui est un peu moins soignée précédente. On se dit, je vais mettre le paquet pour être à mon avantage et signer. Et après, parfois, on a un peu tendance à s'endormir sur ses lauriers. Et en fait, c'est là que tout commence pour moi. C'est-à-dire que c'est là que le vrai jeu commence exactement comme en couple. Hein. Je pense que ce parallèle-là, on risque de le tirer un peu longtemps, mais finalement, la relation de tous les jours, la relation durable, elle commence ici. Exactement, parce qu'une fois que le deal il est closé, et le client lui, il a déjà, en passant de prospect à client, il a déjà vécu une belle aventure. Il est peut-être gonflé à bloc et super motivé. Et c'est vrai qu'après, ça serait dommage que ça retombe comme un soufflet. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour justement le maintenir en haleine, le maintenir dans cette super expérience qu'il peut vivre à nos côtés, pour lui donner non seulement envie déjà d'être satisfait et de nous donner envie de nous recommander et également de racheter chez nous. Donc en fait, c'est vraiment aujourd'hui le parcours client comme levier aussi de fidélisation. Ouais, c'est un levier de fidélisation, levier de recommandation, c'est un levier, de Satisfaction, rentabilité. c'est sûr. Ouais, de satisfaction, c'est sûr, mais tu vois, voilà, moi qui suis très axée à rentabilité dans mes accompagnements, on oublie en fait que c'est probablement le levier de rentabilité le plus efficace quand on le soigne bien. Parce que bien soigner ses clients, ça reste, je veux dire, le premier point, c'est-à-dire le point le plus facile, celui qui va faire que tu construis du solide, qu'on va revenir à toi et que tu auras petit à petit de moins en moins d'efforts à faire en acquisition. Donc c'est un vrai investissement. Investir dans son parcours client, c'est un vrai investissement, c'est toujours rentable. Exactement, d'autant plus pour parler de rentabilité, la fidélisation, c'est beaucoup plus rentable que l'acquisition. D'une part parce que ça coûte moins cher de fidéliser un client que d'en acquérir un nouveau Oui. et d'autre part parce que, les clients qui rachètent, qui reviennent, ils savent où ils mettent les pieds et ils vont plus facilement augmenter, leurs investissements. Donc, Exactement. pour ceux qui en doutaient encore, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble,
c'est vraiment que du bonus pour votre chiffre d'affaires. Et Ah, com alors du coup, Floriane, est-ce que tu peux nous dire par quoi on commence quand justement, on veut déjà peut-être challenger ce qu'on a mis en place aujourd'hui, parce que j'imagine que ça commence par on regarde où on en est, et qu'ensuite on veut construire ou améliorer un super parcours client. Quand on parle de parcours client, il y a un tout premier truc à poser qui va être quand même, le parcours d'achat sur lequel on se projette avec le client. C'est-à-dire que si vous vous projetez longtemps avec un client, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être intéressant de vous dire: «OK, par quoi je le fais commencer ce client-là?» pour qu'il soit super content dès le début et pour qu'après derrière je puisse l'upseller sur des trucs qui auront du sens. Donc déjà l'offre d'entrée, ça peut être intéressant de se dire: «Je vais commencer déjà par me pencher un peu sur mes offres», si j'en ai plusieurs évidemment, et me demander qu'est-ce qui va être intelligent d'aller placer plutôt en offre d'entrée, en termes de phase d'achat, pour un client qui a des chances de s'embarquer avec moi sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe en fait la durée du cycle de vente. En fonction de la nature de vos prestations, c'est différent pour chacun. Alors, Et je t'arrête juste un instant pour préciser upseller pour ceux qui toutefois connaîtraient pas cette notion. Ce que tu veux dire, Floriane, c'est vraiment par quelle offre mon client rentre, donc ce qui nécessite, là encore, je vais juste prendre mon petit bâton de pèlerin, de bien étudier sa cible en amont. Hein. On va pas faire un cours théorique, je vous mettrai en ressources les épisodes qui traitent de l'audience cible, du persona. C'est vraiment d'abord étudier sa cible, et après, une fois qu'on le sait, c'est par quelle porte elle va rentrer, donc avec quelle est l'offre qu'elle va consommer en premier, pour pouvoir derrière lui revendre d'autres offres, une ou plusieurs autres offres, pour la faire pour la faire rester. Et puis pas pour la faire rester inutilement, c'est vraiment pour l'aider à franchir les étapes pour elle-même se développer avec nos offres. Donc les upsells, c'est ça. Upsell et cross-sell, c'est quand on va proposer d'autres types de prestations qui vont continuer de remplir, de satisfaire les besoins de nos clients et les accompagner sur leur stade de développement ou par rapport à l'évolution de leurs besoins. Tu dis ça d'une manière limpide. Ouais, c'est exactement là où je voulais en venir, tout à fait. Donc ça, une fois que c'est posé, on va se demander maintenant, à l'intérieur de chaque offre qu'on est en train d'aller proposer, si on a plusieurs offres, une au début, puis une après, puis une dans un second temps, par quelles étapes je fais passer le client en termes d'expérience pour faire en sorte, d'une part, que ça se passe bien, que ce soit fluide, que ça remplisse son besoin, que moi je remplisse mes promesses en tant que prestataire, et que toute la collaboration en fait se passe dans des termes qui vont satisfaire ses clients en termes d'expérience. Parce qu'il y a le résultat et il y a l'expérience que va vivre le client aussi tout au long de la prestation, et ça, c'est assez important aussi de se demander ce qui se passe chez l'autre. Donc en fait, tout le fil qu'on va suivre aujourd'hui, il doit dépendre d'une qualité première et d'un skill que vous allez développer en permanence, c'est l'empathie. S'il y a une seule qualité à développer en permanence pour aller développer un parcours client de qualité, c'est l'empathie. C'est de vous mettre en permanence dans les pompes de votre client, de dire: est-ce que là, je suis en train de lui faciliter la tâche ou pas? Est-ce que là, je suis en train de lui rendre service ou de lui en demander encore plus? Est-ce que là, je suis en train de répondre efficacement à son besoin, ou d'en faire des tonnes, ou de me disperser, ou je ne suis pas en train de l'écouter? Donc l'empathie, c'est vraiment le fil conducteur pour aller construire un vrai parcours client de qualité déjà. Et puis il y a l'écoute aussi, j'imagine que on peut se mettre à sa place, mais on peut aussi tout simplement lui poser des questions. Moi, ça m'arrive parfois de dire: est-ce que ça c'est suffisant pour vous? Est-ce que je vous en demande trop? Voilà, tu sais, surtout au début où tu Mmh. vas vouloir t'adapter. Et moi, je pense que parfois poser des questions, c'est mieux que de rien dire en fait. Ah bah, tu obligé. En fait, Ouais. tu peux pas être empathique sans avoir l'écoute. C'est-à-dire Ouais. que l'écoute est une condition absolument nécessaire à l'empathie, parce qu'avant, effectivement, d'être en capacité de te mettre dans les pompes de ton client, tu es obligé de récolter un maximum Ouais. d'informations pour être sûr que tu es bien aligné avec ce qu'il t'a demandé. Donc ouais, la qualité d'écoute, elle est absolument indissociable, pardon, de cette, qualité d'empathie. Les 2 sont complètement jumelles, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je te rejoins, et je pense que même quand on est expérimenté, eh ben, il faut pas avoir peur parfois de poser des questions, d'interroger nos clients. Ça veut pas dire qu'on ne sait pas, ça veut dire qu'on veut juste s'ajuster à notre client, et ne pas être trop pressant, ou ne pas en demander trop, ou tu vois, vraiment avoir la bonne place par rapport à ses attentes. Et Totalement. Totalement, et c'est même très bon signe parce qu'en fait, il y a aucun client qui est pareil que l'autre. Je veux dire, chaque client est très différent en termes de personnalité, en termes d'attente.
les attentes et les priorités de chacun ne sont pas forcément les mêmes. Tu as des clients qui vont être intraitables sur les deadlines, par exemple, mais qui vont être plus souples sur d'autres trucs. Et tu as des clients, les deadlines, ça va pas être un sujet. Par contre, ils auront beaucoup besoin d'être soutenus, d'être écoutés, que tu sois très, très disponible. Donc, en fait, il faut aussi savoir s'adapter à chacun et les besoins des clients, ils sont complètement différents. Il faut les interroger. Ça, c'est marrant, du coup, on prend de l'avance sur tout le reste. Mais Pardon. ça fait partie, en fait, des choses qu'il faut avoir décelées normalement pour moi, déjà en phase avant-vente. C'est-à-dire au moment où tu Ouais. signes ton client, tu dois avoir déjà détecté tout ça et tu dois être capable d'aller t'adapter sur toutes les phases qui vont suivre dès l'onboarding. Et l'onboarding, du coup, ça sera la toute première phase, le tout premier pilier du parcours client de qualité. Oui, parce que c'est vrai que tu as défini, tu viens nous parler aujourd'hui de 4 étapes, pour ce parcours client Ouais. et du coup, la première, c'est l'onboarding, comme tu viens de le dire. Alors, est-ce que Ouais. tu peux nous préciser ce que c'est l'onboarding, pour, les novices ou les personnes qui n'auraient pas entendu ce terme, même si je pense qu'aujourd'hui, on l'a beaucoup entendu, mais on ne sait jamais, je préfère clarifier. Tout à fait. Alors, je parle souvent de 4 piliers plutôt que 4 étapes parce que bon, il y a un début, il y a une fin, ça c'est sûr. Et puis au milieu, il va y avoir 2 piliers qui vont un peu se chevaucher, tu vois, les uns les autres. D'accord, ben, on les On- appelle comme tu veux. Du coup, oui, au début, on aura l'onboarding, à la fin, on aura l'offboarding. Je pose déjà le début et la fin, comme ça, on va se projeter déjà sur une boucle, en fait, sur la façon dont on accompagne les clients au début et fin de prestation. Début de prestation, qu'est-ce qu'on appelle l'onboarding? L'onboarding, en fait, c'est le début de mission, c'est la C'est façon quand on monte dont dans l'avion? c'est quand on monte dans l'avion. Non, mais vraiment, Ah, et pour le coup, je trouve que en fait, le mot, il veut déjà tout dire. C'est-à-dire, j'embarque avec toi. De quelle manière tu m'embarques? Avec quels outils? Sous quelles conditions? Avec quelles modalités? Est-ce que je me sens en sécurité? C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment envie de décoller avec toi? Est-ce que je me sens déjà en sécurité au décollage? Est-ce que je me sens accompagnée? Ou est-ce que j'ai l'impression que c'est moi qui vais porter l'avion et le faire qui décoller? les piloter? Voilà, c'est ça. Et clairement, tu vois, ce qui va être hyper important dans un onboarding réussi, c'est de sentir que la personne en face, elle gère, elle a déjà tout prévu pour nous. Tu vois, tout est prévu pour nous. Il y a déjà des process en place. Ça a l'air d'être les mêmes pour tout le monde. C'est systématisé. Ça n'a pas besoin d'être automatisé. Vous n'avez pas besoin d'être dans des outils complexes. Mais quand je dis c'est systématisé, ça veut dire vous avez un process. C'est le même pour tout le monde à cette étape-là. Et on n'a pas l'impression que vous êtes en train d'improviser. Parce que c'est très désagréable pour un client de sentir que vous êtes en train d'improviser. Alors attention, là je parle déjà de quelqu'un qui a un minimum d'expérience, parce que construire un parcours client, ça se fait une fois qu'on a identifié des choses qu'on a envie de répéter. Si vous n'en êtes pas encore là, projetez-vous sur la suite, peut-être, et dites-vous qu'une fois que vous aurez fait le truc une fois, 2 fois, 3 fois, vous serez capable justement d'aller systématiser cette partie-là et d'aller créer un truc qui est répétable d'un client à l'autre dès le début de mission. Est-ce que tu as des exemples à donner, justement pour illustrer ça? Parce que ça peut être la partie vente, mais ça peut être, moi j'imagine aussi, toute la partie administrative, tu vois? À partir du moment où le Exactement. contrat est signé, et même la manière dont tu signes le contrat, ça fait partie de l'onboarding selon moi. Donc, où est-ce que toi tu places le curseur? Je place le curseur pour moi dès la récolte d'informations de facturation. C'est-à-dire, D'accord, mon on client, est il va me d'accord. dire, ouais, c'est bon, j'embarque avec toi, Flo. À partir de ce moment-là, l'onboarding commence. Et effectivement, c'est d'abord un onboarding administratif. Donc là, peut-être l'enjeu, ça peut être de se dire, OK, comment je mets du fun dans cette partie ou comment, tout du moins, je fais en sorte que ce soit fluide et pas galère. J'ai un questionnaire de récolte d'informations des facturations pour mes clients qui est le même tout le temps. Ça m'évite de faire un échange de ping-pong de mails et de dire « Ah, t'as oublié de me donner ton adresse » et « Ah, t'as oublié de me donner ton numéro de TVA » enfin, faites attention voilà, à Oui, limiter les surtout que c'est ping-pong vraiment dès le pas la début. partie fun, quoi. Exactement. Et le but là, c'est juste d'aller simplifier au maximum ce temps-là, de faire en sorte en fait que ce soit facile et qu'une fois que le client vous a donné cette partie-là, on déroule rapidement sur le reste. Pareil après, en termes là d'organisation de votre côté pour aller gérer un parcours client efficacement. Est-ce que vous avez un modèle de devis qui est toujours le même en fonction du type d'offre justement que vous allez proposer? Est-ce que vous avez un modèle de facture? Vous aurez juste un clic à faire pour l'envoyer et du coup ce sera facile. Est-ce que vous avez un modèle de mail qui est peut-être toujours le même au moment où vous envoyez le devis, au moment où vous envoyez la facture? Et puis au moment où vous allez effectivement donner les accès, s'il y a des accès à donner, si vous avez un système particulier, si vous avez, je sais pas, un template de pilotage ou ce type de choses. Donc en fait, jusqu'où est-ce que vous avez structuré déjà tout ça en amont de votre côté pour faire en sorte que toutes ces petites actions, vous avez l'impression de faire 1000 fois les mêmes actions à chaque fois, et ben elles soient au maximum
templaté, si je puis dire, donc vraiment Oui, avec une processiser, base. c'est-à-dire Ouais, qu'on a voilà. on a défini notre trame et on sait que, à partir du moment et moi, c'est ce que j'aime bien justement parce que ça apporte un max de clarté, à partir du moment où le contrat est signé, on se dit: «OK, bah, écoute, c'est super, je suis content d'embarquer avec toi. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est?» J'aime bien procéder par étapes en disant: «Ah bah, tu vois, la prochaine étape, c'est que, je sais pas, moi ou mon assistant ou mon assistante, on va t'envoyer le contrat, il y aura une signature électronique». Je sais que nous, on fonctionne avec la signature électronique. Après, tu vas recevoir la facture d'acompte qu'il faudra régler. Et puis, il y aura un premier rendez-vous. Voici le lien de prise de rendez-vous pour déjà le bloquer. Et en fait, tout ça, comme tu dis, euh, c'est de la partie qui est pas très fun de l'administratif. Mais plus tu vas le processiser, plus ce sera fluide, plus finalement ça va enlever ce truc pas très drôle de devoir faire de la paperasse et on va directement aller à l'essentiel, c'est-à-dire le début de la mission. C'est ce qu'on attend tous, quoi. Exactement, exactement. Et c'est intéressant que tu me parles de quelle est l'étape suivante. Souvent, je trouve que les onboardings un peu ratés sont ceux où on veut trop en faire d'un coup et où on noie le client en fait sous un amas d'informations dès le début. Ça, globalement, pour moi, c'est valable tout au long de la relation client. Mais disons qu'à l'onboarding, il y a un enjeu supplémentaire parce qu'il y a plein de trucs à faire. On arrive, en fait, souvent, il y a plein d'accès à donner, il y a plein de trucs à expliquer. Le client, il a du boulot. Et en fait, le but, là, si vous voulez bien gérer un onboarding, c'est de vous assurer quand même d'aller le découper pour le rendre quand même plus ou moins indolore pour le client. Par contre, ce qui est essentiel, c'est de bien découper et de se dire, OK, d'abord, il y a cette étape, après, il y a cette étape. Et pour ça, qu'est-ce que tu recommandes vraiment de papier, stylo et on y va? On découpe tout, Euh, on se le note. Voilà, il n'y a pas... alors là, pour le coup, ça dépend vraiment de chacun. Mais au moins, effectivement, soyez au clair vous-même avec les différentes étapes par lesquelles vous allez faire passer le client. Et moi, j'aime bien avoir carrément des templates de mails. Tout simplement. Étape 1, étape 2, étape 3. Je suis allée jusqu'au point où les mails, ils sont intégrés dans mon outil d'envoi de mail. Donc, je sélectionne un template, je modifie un peu à la louche, tu vois, pour faire une petite blague sympa par rapport à la personne. Le petit clin d'œil qui la concerne que elle, tu vois. Pareil, Oui, tu vois, ça, pour moi, on en reparlera, mais ce qui fait vraiment la qualité du parcours client, c'est la qualité de la relation avec la personne, hein, globalement. Donc, c'est vraiment ne délaissez pas ça. Donc, un template de mail, effectivement, pour chaque étape. Et je m'assure, en fait, que juste à chaque fin de mail, la personne, elle soit mobilisée uniquement sur l'étape d'après. Et OK. globalement, pour moi, le don't absolu en onboarding, c'est ces mails où on t'explique les 10 étapes d'un coup. Oui. Genre, horrible. Non, mais moi, je l'ai déjà reçu en tant que presta plein de fois. Je suis là, d'accord. Donc, en fait, je suis méga occupée et je vais devoir revenir toute la semaine sur ce Oui, là, mail tu pour vérifier. hyperventiles, tu te dis, mon Ouais, Dieu, grave. qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai Non, raté mais une étape? C'est la checklist. ouais, mais ça pour moi, je trouve ça hyper dur en fait. Tu ça à ton client, tu es persuadé que du coup, il y aura moins d'échanges parce que tu lui as tout dit. En fait, c'est-à-dire, je comprends hein, la personne qui se dit ça, c'est OK, je lui ai tout dit. Comme ça, vraiment, elle pourra J'ai plus rien rien me oublié. demander. Ouais, j'ai rien oublié. Oui, super. Mais là, en fait, tu es en train de passer la patate chaude à la personne en face qui a du coup énormément de trucs à processer d'un coup. Et elle est pas dans ton monde encore. Elle est pas dans ton univers à cette étape-là. Donc quand tu fais ça, t'es pas empathique. Tu l'as fait passer de son monde à t'es dans mon monde à moi jusque-là. Et tu Tu dois vois? gérer. Ouais, c'est Donc, ça. si c'est ce que vous faites à l'heure actuelle, en fait, vous avez déjà une trame des différentes étapes par lesquelles vont passer vos clients. Bah, découpez. En fait, Ouais. si vous avez déjà défini toutes les étapes, au lieu de les envoyer d'un seul coup, eh ben, vous les découpez et vous les envoyez petit à petit pour que chaque fois, le client sache quelle est l'étape suivante à Mmh. franchir. Et c'est vraiment ça l'onboarding. Donc, l'onboarding, ça dure jusqu'à ce que la prestation démarre, on va dire. Ouais, tout à fait. Au Tout à fait. Un premier onboarding, moment. ouais, ça peut durer une semaine, hein. Pour moi, alors là, pour le coup, ça va dépendre effectivement après de qu'est-ce qui se passe à vous, enfin, quelle est la toute première étape de votre prestation. C'est Il y en a ça. chez qui c'est un rendez-vous, un gros kick-off de démarrage où vraiment on se voit et on débrief en physique. Il y en a chez qui c'est pas du présentiel, hein, la phase onboarding. Ça va être différent, ça va être encore autre chose. Ça va être, voilà, t'es onboardé quand tu m'as donné telle ou telle information et que moi, je peux embrayer sur le début de prestation. En fait, tout le monde n'a pas besoin de s'appeler selon la nature de la prestation en onboarding. Ça, c'est une Ça va vérité. forcément dépendre de la nature de la prestation. Je sais Ouais, que tout à fait. chez nous, chez My Marketing Experience, en fonction que tu sois sur une prestation d'accompagnement où on définit ta stratégie, où là, ça va être une session de rendez une succession de rendez-vous. Bah, le premier rendez-vous, c'est le kick-off, c'est vraiment le tout premier, ça voilà. Et puis après, si c'est une mission ponctuelle avec peut-être une grosse équipe, ça va être
Ça va être le premier rendez-vous avec tout le monde. Donc, en fonction, vous adaptez. Si c'est une formation, ça sera le jour de la formation. Ça sera peut-être la récolte des informations, comme tu disais, Floriane. Mais il y a un moment qui vient mettre un point final à cet onboarding pour passer à la phase où on On consomme, démarre. voilà, où on démarre. Complètement, complètement. Et là, si vous voulez vous projeter un peu entre le début et la fin, bon alors, j'espère qu'il y aura des gens qui nous verront, ça va être un peu plus dur à visualiser si vous faites que nous écouter, mais je vais essayer de rendre ça clair pour ceux qui nous écouteront sans nous regarder. Globalement, un parcours client, il faut le penser un peu comme une ligne. Comme une ligne avec laquelle vous allez passer par différents niveaux d'intensité tout au long du parcours. Exactement comme une histoire d'amour, hein, on en parlait tout à l'heure, hein, globalement. Il y a des histoires de fréquence et d'intensité à différents moments de la relation. Il y a 2 trucs à comprendre. Il faut éviter l'intensité en montagne émotionnelle, parce que c'est hyper toxique pour vous comme pour le client. Donc en gros, c'est génial, non c'est pourri, c'est génial, non c'est pourri. Enfin, passer de l'effet waouh à la friction en permanence, c'est une très mauvaise idée. Vouloir chercher à être en haut tout le temps, c'est illusoire aussi. Vous pouvez pas vivre dans le monde du waouh. Enfin, il y aura pas que des paillettes et des effets waouh à chaque instant de votre parcours client. Il y aura des moments, ça va être plus calme, ça va être un peu plus plat. Il y aura un peu moins d'interaction. C'est logique aussi. S'il y a que du waouh, le waouh n'a plus la même valeur. Exactement. C'est exactement ça. Pareil, voilà, pareil dans la relation de couple, en fait. Oui. Si t'offres des fleurs à ta nana tous les jours, à un moment donné, elle verra plus des fleurs, elle verra juste un rituel qui est entre vous. Et donc, en fait, ce sera différent. L'effet waouh, effectivement, il a du sens pour aller créer cette pulsion et cette intensité. Et le but, ça peut être de se dire, dans mon parcours client, entre le début et la fin, j'ai envie d'aller créer des moments forts. Ça peut être intéressant de se demander ça en début de parcours. Il y en a pour qui l'onboarding, par exemple, c'est toujours un moment fort. Et d'ailleurs, d'une manière générale, je vous conseille d'aller créer quand même un moment fort à l'onboarding. Le client, il vient d'arriver. Il vient de payer un truc. Il a quand même des attentes à ce niveau-là. Il faut aller créer de la réassurance sur le fait qu'il a bien fait de s'embarquer avec vous. Donc, l'onboarding, ça peut être déjà dès le début de se dire « Waouh, c'est bien fait, c'est bien organisé, dis donc ça déroule tout seul ». Ou dès le début, cette personne, elle a donné un peu plus de son temps que prévu. Elle me montre que je compte pour elle. Il y a quand même vraiment un point d'honneur au tout début pour vous dire « Ok, je soigne la relation au tout début ». Pareil à la fin. Si vraiment... On n'attend pas la fin, quoi. On est d'accord. Ouais, non, on n'attend pas la fin, c'est clair. Mais pareil, dans les temps forts de la fin, il y a un truc à créer au niveau de l'expérience finale, surtout si le but, c'est d'aller réembarquer le client peut-être derrière. C'est de vous dire, voilà, je finis en beauté, j'ai fait ma livraison, j'ai offert un bonus, on a fait le point ensemble, il y a un rendez-vous qui a fait le point sur toutes les avancées, on est sur un gros climax. Et à ce moment-là, la personne, soit elle a plus besoin de vous, elle va vous recommander parce qu'elle sera dans son momentum de génialitude de l'expérience vécue avec vous. Soit elle va se dire, mais je ne peux pas me passer de cette personne, en fait. C'est incroyable, tout le chemin fait avec. Je ne me projette pas une seule seconde sans cette personne. Comment, c'est quoi la next step? Là, c'est elle, tu vois, aussi, qui naturellement va te dire, c'est quoi la next step? Tu vois, ouais, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe entre les deux? On a le début, on a la fin. On peut se dire effectivement qu'au long de cette histoire, il y aura forcément des temps forts au milieu. Pas tout le temps. Mais le but, ça peut être de se dire, ok, livraison 1, là, je fais un moment fort là-dessus, sur ce truc-là. Faut qu'il y ait un effet waouh, et si je l'ai pas cherché, c'est que je me suis plantée quelque part. Et l'effet waouh, on va aller se demander effectivement comment on va le créer. Et ça, c'est très intéressant d'aller interroger un petit peu comment on crée l'effet waouh, parce que souvent, pareil, on cherche à noyer le client là, sous tout un tas d'attentions parfaitement inutiles. Et rappelez-vous qu'un effet waouh chez votre client, il vient du fait que vous allez lui offrir un truc qui va lui faire gagner du temps, qui va lui faire gagner de l'argent, ou qui va vraiment lui servir de manière super directe. Sinon, le petit cadeau, juste pour faire plaisir, la petite cherry on the cake, c'est pas ça en fait qui va faire la différence. C'est qu'on faut que ça ait du sens du coup. Ouais, tout à fait. Je te rejoins et parfois ça peut être même des plus petites choses. J'ai en tête dernièrement où j'ai travaillé sur toute la stratégie digitale et la création du site internet d'un client. Entre autres, il n'y avait pas que ça. Et en fait, je lui ai offert à la fin, au moment de la livraison, je lui ai dit, bah écoute, alors c'était pas l'offboarding pour le coup à ce moment-là, je lui ai offert le post LinkedIn rédigé pour annoncer la sortie de son site web. Et en fait, pour lui, c'était un cadeau immense parce que il m'a dit, ah mais c'est génial parce que moi je sais pas comment le faire, je sais pas prendre la parole et j'avais envie de le dire à mon réseau aussi. Et puis surtout que lui, ça lui prenait du temps pour le faire, alors que moi ça me prenait beaucoup moins de temps pour le coup. Et il a énormément apprécié ce geste. Donc parfois c'est
c'est pas grand-chose. Il faut se dire que parfois, ça peut aussi être quelque chose qui va pas nous prendre énormément de temps à nous, qui va pas être un coût énorme en temps ou financièrement, mais que ça peut faire toute la différence parce qu'on aura fait cette petite étape supérieure et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Ça nécessite d'être très à l'écoute de son client et de Ouais. savoir, lui, quelles sont ses attentes, quels sont les points de douleur qu'on n'a peut-être pas résolus avec notre offre telle quelle. C'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Et du coup, c'est tout à fait pertinent ce que tu dis là, parce que moi, pour le coup, c'est pareil, c'est le type d'over-deliver que j'ai souvent fait. C'est-à-dire, tu as identifié un truc hyper précis. Plus la douleur est forte chez le client, plus tu as un indicateur fort de ce que tu as intérêt à faire en over-deliver. Et ça vient dans la discussion. Tu vois, c'est ton client qui est en panique, qui va te dire, oh là là, mais je sais pas faire ce truc-là. Et tu sens que quelque part, on sort un petit peu de ton périmètre. Donc le but, c'est pas que que la prestation se transforme et que tu offres complètement une autre prestation, Non, mais de se dire, ok, je donne un coup de pouce là-dessus parce que je suis capable de le faire et que je vois bien que ça va faire une grosse différence en fait pour la personne. Et c'est exactement ça ça. change tout, ouais, carrément. Ça change tout. OK, donc ça, c'est les petites pépites qu'on dissémine au long Exactement. de la relation, tout au long de la relation, pour que ce soit pas complètement plat, mais que ce soit pas non plus, c'est génial, c'est nul, c'est génial, c'est nul. Donc c'est ce qui vient rehausser, donner un peu de piquant en fait, hein, donner un peu de relief à la relation. Une fois que l'onboarding est passé, on sait que c'est un super moment, il faut pas se rater et derrière, il y a cette relation. Donc si je Ouais, fais une vague avec ma main pour ceux qui ne nous ouais, voient pas et à la fin, du coup, on a l'offboarding ouais, qui est, tu disais, le deuxième grand moment, c'est, faire le point sur, bah, voilà, la prestation est terminée. Qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, ça, c'est un peu autant autant l'onboarding est plus ou moins bien fait, ouais. autant parfois l'offboarding peut Mhm. complètement passer à la trappe. Ça peut être: «Tiens, je Complètement. t'envoie la Ouais. facture» et alors là, punaise, c'est froid, quoi. «Ah ouais, OK, Ouais. bon, ben, on va rester bons amis». Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et ça, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage, surtout quand vous avez beaucoup donné pour une presta, que concrètement, bah, voilà, vous avez fait le taf, le client, il est content et puis à un moment donné, vous allez laisser passer beaucoup de temps. Il restait peut-être 3 bricoles. Votre client, il reste sans nouvelles de vous pendant 3 mois. Vous êtes juste en train d'aller finuler les derniers trucs et paf, ouais, facture de fin de mission. Ciao, bye. Bah, c'est compliqué après derrière d'aller lui envoyer un mail pour lui demander une recommandation. C'est compliqué derrière, d'aller lui dire: «Au fait, bon, bah, du coup, Qu'est-ce que tu tu en es as où? pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé?» Et oui, en fait là, quelque part, la relation, elle est pas maintenue. Donc je parlais tout début des 4 piliers onboarding, offboarding. Globalement, les 2 piliers du centre qui vont vachement déterminer la qualité de l'offboarding, du coup, ça va être les process et la nature de la relation client, c'est-à-dire, vraiment votre posture relationnelle. Les process, c'est cool. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui comptent là-dessus, en fait, pour aller construire la qualité, d'un bon parcours client. Et tu as plein de gens qui se disent: «Non mais c'est bon, moi je suis hyper organisé. Regarde, j'ai automatisé plein de trucs. Regarde, il reçoit ci, il reçoit ça, il a toutes les infos.» Ouais, mais à quel moment tu parles à ton client, en fait? À quel moment tu lui envoies des messages pour lui demander si c'est OK pour lui? À quel moment tu le préviens si jamais toi, tu as des imprévus? En fait, quelle est la nature de la relation? Quelle est la force et la puissance de votre relation à tous les deux? Est-ce que tu as réussi à construire vraiment, un couple, en fait, vraiment avec cette personne? Et du coup, c'est marrant parce que la métaphore filée du couple, elle est parfaite dans la relation du parcours client. Si tu dis, si tu te persuades que ton partenaire, il a tout ce qu'il faut sous prétexte que, tu participes aux frais du ménage, tu participes aux tâches ménagères, c'est cool, tu fais ce qu'il Oui, faut, tu fais ta part, mais qu'en fait, tu pas à l'écoute de ses besoins, tu lui parles pas, tu lui demandes pas comment elle va, en fait, oui. tu ne sais rien de sa vie, ben, tu pas du tout en train de construire une relation. Et là, c'est hyper important. C'est-à-dire que pour moi, s'il y a un pilier à consolider tout du long qui peut vous permettre d'aller performer à chaque instant du parcours, c'est le pilier relationnel. C'est pour ça que j'ai commencé par l'empathie, que Laurie a renforcé sur l'écoute. C'est ce truc-là qui doit être le fil conducteur qui va vous permettre de vous adapter à tout et à toute épreuve tout au long du parcours client. Donc, comment est-ce qu'on s'assure d'aller créer un bel offboarding? Du coup, pour moi, il doit y avoir pour le coup du synchrone. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un rendez-vous prévu pour se dire au revoir ou alors se demander ce qu'on fait par la suite. Mais on se quitte pas comme ça. On se quitte, on fait le point, on fait le bilan de tout ce qui a été réalisé et donc du coup, incluez-le dans votre tarification, hein, si vous avez l'impression que vous allez être perdant si vous rajoutez un rendez-vous. Juste gonflez un peu votre prix si vous n'avez pas pensé à inclure un rendez-vous spécifique pour l'offboarding. Mais faites-le, c'est-à-dire incluez-le, ce temps de suivi. Ça peut être un truc qui arrive vraiment en fin de prestation, ça peut être un rendez-vous de suivi à 3 mois pour faire le bilan sur ce qui s'est passé, pour vraiment se dire au revoir. Mais il faut se voir pour faire le bilan des actions réalisées, leurs résultats et aussi,
et c'est là que ça va être intéressant, faire le point sur les actions qui restent à faire. Parce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir justement mobiliser votre client sur: «Est-ce que je continue avec toi? Ou est-ce que je continue avec quelqu'un d'autre? Ou est-ce que je continue seul?» Et ça, c'est important à faire. C'est un offboarding qui réussit, c'est un client, c'est un rendez-vous qui mobilise votre client sur les prochaines étapes, que ce soit avec vous ou sans vous. Je trouve ça très intéressant comme approche. C'est vrai que moi, l'offboarding, je le vois aussi comme le moment ou qui finalise la mission, qui met un terme à la mission qui a été définie au départ. Parce que parfois, moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont un problème, c'est le client qui en demande plus et en fait, on ne sait pas où démarre la mission et où finit la mission. C'est les Ah ouais, missions qui sont tellement. mal cadrées et où le client en veut toujours en rajouter. Et pour moi, l'offboarding vient signer le moment où la mission est terminée. Donc, la mission Totalement. est terminée, on fait le point. Comme tu dis, on se dit au revoir. Ça ne veut pas dire qu'on va se quitter pour toute la vie, mais on revient sur ce qui s'est passé. Et c'est le moment, je pense, comme tu l'as dit, hein, de faire le point, de savoir aussi ce qui a pu se passer. Est-ce que toi, tu recommandes de choisir ce moment-là pour récolter, par exemple, le feedback du client? Alors, le feedback oral, oui, Oui, ça, c'est intéressant parce qu'au moins pour toi, ça te fait du bien et ça te sécurise, hein. Enfin, surtout si la personne est contente. Si elle est pas contente, bon, ça ça fait un c'est peu à plus de prendre secret aussi, défense, mais mais c'est à prendre aussi et c'est super important parce que justement, c'est là que tu vas pouvoir aller créer de la réassurance. Bon, si vous apprenez que le client est pas content en phase d'offboarding, pour le coup, c'est que vous avez loupé un truc avant, hein, oui, c'est pas normal. C'est-à-dire que normalement, le client, enfin, le feedback, il faut le demander avant, tout au long de avant. la relation et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la relation avec le client, c'est le pilier le plus important du parcours. C'est que vous devez être capable d'aller demander du feedback très régulièrement, que ce soit par questionnaire ou juste comme ça. Est-ce que tu es content pour l'instant de la nature de la prestation? Est-ce que je peux réajuster? Qu'est-ce que tu attends de moi pour la suite? Vous devez être au clair, en fait, là, sur où en est votre client tout au long du parcours. Et Et il faut pas idéalement, découvrir pas ça à la faire fin. l'offboarding tant que le client est pas satisfait. Normalement, ouais. Normalement, bon, après, voilà, je veux dire, sur le client qui est pas satisfait, quand tu as vraiment fait traîner en longueur, à un moment, malheureusement, il y a Voilà, des missions qui se passent vraiment pas comme prévu et on oui, offboard et ça se passe pas très bien. Mais évidemment, le but, c'est de l'éviter, ça c'est oui, clair, et de réajuster tout au long pour faire en sorte que on se quitte heureux, l'un comme l'autre, vraiment. oui. Voilà, Ouais. l'atterrissage sera peut-être un petit peu moins, voilà, il y aura peut-être quelques turbulences à l'atterrissage, mais on aura atterri quand même et on va pas se planter, quoi. Exactement. Mais alors, je te rejoins entièrement et je te remercie du coup de le préciser. Le loveboarding signe la fin de mission et ça vous permet d'arrêter en fait de continuer à over deliver sans fin en n'osant plus dire au Oui, client Coco, c'est fini. En fait, oui. c'est-à-dire que là, faut repayer à un moment. Là, oui, là, Euh, on peut continuer, mais il va y ouais, avoir un autre cadre, une c'est autre ça. mission. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Moi, dont mes clients me font part, c'est Mm. la mission, le client qui veut continuer. Et alors, c'est bien sûr que quand on construit nos offres et nos propositions, c'est quelque chose qu'on doit bien cadrer. Mais même malgré ça, parfois le client continue. Après, c'est même pas qu'il veut essayer de gratter, c'est qu'il est comme ça. Mm. Et l'offboarding vient recadrer en disant c'est fini. Par contre, tu m'as fait part de ça et ça. Si tu veux, il y a pas de souci, on peut continuer. C'est peut-être pas la première question à aborder lors de l'offboarding, mais ce sont des questions qui peuvent être précisées durant l'entretien. Donc, Tout à pour moi, fait. l'offboarding vient vraiment dire voilà, la mission est terminée. Le faire même repasser un petit peu par l'étape. On a à se faire briller un peu. On a fait ça, on a construit ça. Ouais. Aujourd'hui, tu as obtenu ça. Donc, venir revalider ce qu'il a obtenu pour bien valoriser notre prestation aussi. Ouais. Et ben venir et comme tu dis, savoir si on continue et si on continue aussi d'être en mesure de proposer la suite, Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. C'est de pas le exactement laisser ça dans le doute. et ouais et ça sécurise à mort, en fait, de rappeler au client aussi: «Voilà, bon, c'est terminé, on a fait tout ça», effectivement et d'ailleurs, c'est indispensable, hein, de passer par ce stade où voilà le bilan de la progression. Au tout début, on était là, aujourd'hui, on en est là, on a fait ça, ça, ça. Est-ce que tu es satisfait de ce résultat-là? Pour toi, quelles sont les prochaines étapes? Vous pouvez le faire verbaliser comme ça aussi lui-même Ouais, et après, vous remettre une couche en disant, voilà, moi, de mon point de vue de spécialiste sur ce sujet-là, il pourrait aussi y avoir éventuellement des pistes à aller creuser maintenant, plutôt sur tel aspect qu'on n'a pas eu le temps de faire et qui pourrait être intéressant là pour toi, à ton stade précis de développement, quel qu'il soit. Et si tu veux, je peux t'accompagner sur ces sujets-là, si tu as envie de progresser là-dessus.
ou alors parfois c'est pas du tout dans votre scope, hein, les points restants. C'est OK aussi de dire au revoir à votre client en disant: «Là, moi, j'ai atteint ma limite et je passe la balle à quelqu'un d'autre et si tu veux avancer sur ces sujets, eh ben, je te recommande, Laurie Jacobi au pif et et Ça tu peux dépend sur aller quel bosser sujet, mais avec elle». volontiers. Mais Voilà. et je pense que, ça, c'est un point qui est très important, c'est que parfois, il faut pas s'acharner. Ouais, Parfois, nous, on a rempli notre mission auprès de notre client et on va pas forcément pouvoir, l'aider plus dans notre champ, dans notre périmètre d'action, dans nos compétences et c'est OK. Parce que je ouais. pense que vouloir toujours s'accrocher et vendre, 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 il y a un moment donné où sa confiance, elle peut s'émousser aussi. Ah Savoir ouais. dire stop et aujourd'hui, bah, il faut que tu voles de tes propres ailes, vers d'autres personnes. Mmh. Heu, c'est aussi, lui montrer que, bah, on est digne de confiance et qu'on va pas vouloir le presser comme un citron et je pense que c'est aussi cette honnêteté, heu, est souvent reconnue et appréciée et du coup les clients vont même plus facilement nous recommander en disant: «Bah, elle a pas essayé de m'habiller pour l'hiver», en toujours Ah en ouais. prouvant toujours enfin plus de choses, quoi. Complètement. C'est hyper important et puis c'est un point à faire aussi avec votre client sur le budget qui lui reste à Ouais. l'issue de la prestation qu'il a fait avec vous. Je dis: «Moi, là, j'aimerais bien, refaire ça, mais le budget est un peu serré» et moi, je me positionne aussi très souvent dans la personne qui aide les clients à faire des choix de budget en fin de prestat. Parfois, je sais que c'est moi la personne la mieux placée pour les accompagner sur la suite parce que j'ai déjà l'existant et du coup, on va faire levier sur toute la connaissance et on ira plus vite et parfois, c'est effectivement pas moi la personne la plus Je suis bien adaptée d'accord. parce que je suis trop chère sur certains sujets, parce que je suis effectivement pas la mieux placée. Donc ça, c'est important aussi, connaître ses limites et accepter que le client, à un moment donné, bah, il ait plus besoin de nous à cet Ouais, instant. Donc ça fait partie d'une bonne relation client et ce qui fait que complètement. potentiellement, il reviendra par la suite. Ouais, totalement et ça m'est arrivé plein de fois d'ailleurs. Les gens reviennent quand ils finissent par te dire que là, c'est le bon moment pour eux. Ouais. Mais je suis complètement d'accord avec toi et c'est parfois c'est justement mieux d'accepter qu'à un moment donné, bah, ils puissent, aller sur d'autres volets, que de vouloir absolument qu'ils restent tout le temps, à nos côtés. Nos clients ne nous appartiennent pas. S'il y a vraiment un truc à retenir de ça, c'est nos clients ne nous appartiennent pas. Genre, c'est un client, il est là avec nous à un instant T. S'il veut faire sa vie après, il fait sa vie après, il revient. Il est décisionnaire et effectivement, il ne nous appartient pas. C'est hyper Mmh. important de se le rappeler. Non, oui, je suis bien d'accord. Par contre, ce qui est très important, c'est que le temps qu'il aura passé à nos côtés, il s'en rappelle comme étant quelque chose qui a impacté son business et qui, en même temps, était plutôt, agréable. Donc, parce qu'il y a Carrément. le résultat et il y a, aussi je suis 100 d'accord avec ce que tu dis, c'est le résultat, je l'ai obtenu et en plus, la relation était sympa, était bien, était agréable. Heu, Oui, c'est le truc à soigner le plus parce qu'effectivement, c'est ce que va retenir la personne encore plus que le résultat. C'est-à-dire mmh. fin de prestation, 5 ans après, on se souviendra pas même si vous avez super bien bossé, on se souviendra pas forcément de la qualité de votre travail, on se souviendra plutôt à quel point c'était La sympa de bosser qualité de la avec vous. relation. Ouais. Eh bien, écoute, je pense qu'on peut rester sur ces mots pleins de sagesse pour, terminer cet épisode. Comme quoi on peut mettre des process de l'IA et tout ce que vous voulez absolument partout. L'humain, c'est vraiment ce qui va continuer encore longtemps de faire la différence. Mmh. Floriane, je te remercie pour tous tes conseils pour, faire briller, nos parcours clients, pour Mmh. créer des expériences mémorables des 2 côtés parce que, ben, on a aussi le droit de kiffer nous-mêmes de travailler avec nos clients. Tu m'étonnes. Il y a pas que eux qui doivent kiffer au final. C'est clair. Heu, Floriane, où est-ce qu'on peut te retrouver, bah, pour te suivre, pour continuer d'avoir tes conseils? Bah, écoute, sur la newsletter qui s'appelle Debunk, je laisserai, Mmh. le lien. J'adore le nom. Heu, ouais, c'est, en gros déconstruire en gros des clichés de l'entrepreneuriat en progressant de manière un peu plus pragmatique. Le profil LinkedIn aussi, bien sûr, sur lequel là, pour le coup, je parle beaucoup plus de mon nouveau projet qui est la création d'un outil et pareil, ça m'a demandé de recréer le parcours client pour le penser de manière différente. Bon, on a hâte de suivre ça en tout cas et je mettrai tous les liens, en ressources pour qu'on puisse te retrouver. Floriane, je te dis un grand merci et à vous tous, Merci. je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.